Ladies and gentlemen, good evening. Good afternoon, excuse me. My name is Hervé Deys. I'm Chief Editor at Ports and Corridor, and I will be the moderator of this conference with the theme that's on the port strategy multimodality. So we're going to speak about ports. We're going to speak about inland waterways, railways, and all the multimodality of this different sort of transport. Because we saw last year a lot of congestion in the ports in Europe, in USA, in Asia, with a big problem on the capacity of the ports to just get outside the containers or even each type of cargoes, to get it outside by rail or inland waterways. And they've got some problems, many problems. Even in Europe, in Le Havre, in Rotterdam, in Antwerp, we saw a lot of problems on this capacity to really use the multimodality. So multimodality is also a way of getting a greener logistic chain, and it's a way to improve and get inside decarbonization in transport. So the first thing I'd like to say that we were on the strategy of French and European ports. Unfortunately, we have early this morning, the only French port. Lionel, if you can sit here, thank you. We have the only French port who wants to come, who needs to come, and he told me that he had problem with the strikes. He didn't find any airplanes, neither trains from south of France to Paris. So we have, not the first French port. I don't like to say that, otherwise maybe I have some problems. But we have the port of Antwerp, Bruges, what we call it today. And Wim Dillem, which is just sitting next to me, is the International Development Manager of Port of Antwerp, Bruges. So tell us, how do you develop the concept of multimodality in Antwerp? Thank you for being here. I'm highly appreciative of being able to be here amidst very distinguished panelists. The Port of Antwerp-Bruges has, since last year, merged the two ports in one single unity. What is important to know is that in the strategic objectives of the port wants to become the first port that reconciles completely people, climate, and economy. We have firmly chosen to put connectivity, multimodality, in the plan for the next coming years. That is important because having two platforms is an advantage in terms of resilience, but it's also important to connect those ports, those two platforms, even better. That's why we are fully working on implementing on the 5 pillars, the inland navigation, railway, trucks, but also pipeline and short sea. And the plan foresees in the next coming years to make sure that it not only optimizes, but it is also capable in facing the new volumes of the future. Thank you, Wim. Thank you. And as we talk about multimodality, I'd just like to turn now to Isabelle and Lionel. Isabelle Delon, you're Deputy CEO of SNCF Réseau, and SNCF is developing a strategy on focus on freight. What sort of action is the French Railway Group taking to attract the operator to this mode? Alors, you can speak in French or in English.
Bonjour à toutes et tous, merci. Oui, je vais passer en français. Je pensais que c'était en français. Alors, comment est-ce qu'on travaille avec les ports et qu'est-ce qu'on fait avec eux pour contribuer au développement des ports? Ça, c'est un point très important. D'abord, c'est un travail continu que nous menons avec les grands ports français, les grands ports maritimes et d'autres ports, bien sûr. Nous travaillons d'abord beaucoup avec les équipes commerciales sur la compréhension de leurs besoins pour accompagner leur développement. Donc on a beaucoup d'échanges avec eux pour comprendre et projeter ensemble les besoins, et en particulier les besoins de sillons, qui sont souvent le produit très convoité du réseau ferroviaire. Ces sillons, plus on les anticipe, plus on a de chances de les obtenir avec le bon niveau de qualité. Donc il y a un travail qui est mené très en anticipation avec chaque port pour progresser et pour préparer les bons sillons de demain. Et donc, les actions que nous menons avec les ports, donc d'abord, bien sûr, la compréhension des besoins, et ensuite, d'autres types d'actions. Les trois thématiques les plus importantes de nos travaux communs, c'est vraiment l'anticipation du besoin de sillons. Ensuite, c'est un besoin d'investissement. Il y a plusieurs natures d'investissement. Le premier, bien sûr, c'est d'améliorer les raccordements, en fait, entre la fluidité de la circulation entre les ports et le réseau ferroviaire. Les ports attendent de nous aussi de leur permettre d'avoir accès à un hinterland le plus grand possible. Je vous donnerai quelques exemples après. Donc, on met en place des réflexions sur quels sont les investissements à réaliser en priorité. Et puis, bien sûr, on travaille ensemble sur la programmation de ces investissements avec une vision pluriannuelle pour contribuer et être prêt lorsque les trafics vont se présenter. Et puis le troisième type de relation, qui est plutôt une action commune avec les opérateurs de transport combiné, les entreprises ferroviaires, les ports et SNCF Réseau, c'est vraiment tout ce qui va toucher au développement du combiné en général et par exemple au concept d'autoroute ferroviaire, et je vous donnerai également quelques exemples. Ça, ce sont vraiment les trois grands leviers d'action que nous menons. Je voudrais aussi peut-être citer dans le cadre des investissements un travail que nous menons qui est, j'allais dire, assez large avec le secteur sur les besoins de chantiers de transport combiné et les besoins d'étoffer un peu le nombre et la qualité des chantiers de transport combiné qui permettent de développer le trafic et dont les ports ont besoin pour assurer leur développement également, toujours pour élargir leur hinterland. Voilà, notamment, on a un gros travail, un plan d'action commun en cours en ce moment avec Aropa, qui a un très gros projet de développement au Havre, pour travailler sur les sillons performants au bon moment, et puis l'identifier les chantiers de transport combiné qu'il faudrait pouvoir développer en plus de ceux qui existent déjà. Je vais vous donner quelques exemples concrets pour rentrer dans le vif du sujet, en évoquant à la fois des exemples d'investissement qui sont contributifs à l'amélioration de la desserte des ports. Je vais en citer un que vous connaissez sans doute et qui est déjà réalisé et qui a permis d'offrir plus de sillons sur l'axe Paris-Normandie, Île-de-France-Normandie, on va dire plutôt. C'est la modernisation et l'électrification de la section de ligne Serqueux-Gisors, qui a fait l'objet d'un gros projet d'investissement et qui a permis d'augmenter le nombre de sillons disponibles pour desservir les ports de Rouen et Le Havre, avec plus de sillons possibles. Et il y en a encore des sillons disponibles pour augmenter encore les fréquences. Et surtout des horaires plus adaptés aussi. Donc deuxième chose, des horaires plus adaptés qui permettent d'arriver notamment au Havre plus tôt le matin. Donc une amélioration de la qualité et un itinéraire alternatif à l'axe normand par Mantes. Un autre exemple de programme pluriannuel d'investissement sur la zone de Fos-Marseille, où les équipes du Grand Port Maritime de Marseille et de SNCF Réseau travaillent ensemble pour augmenter les possibilités de développement du transport combiné, avec des chantiers de raccordement des différents bassins de Fos-Marseille, avec cette vision pluriannuelle, donc des investissements qui sont programmés sur la période 2025-2029 pour être au rendez-vous du développement des trafics. Et puis il y a aussi un travail avec le Grand Port Maritime de Marseille sur les sillons. Comment est-ce qu'on
prépare l'avenir avec des sillons qui permettront, une fois que les raccordements seront améliorés, de rendre le trafic possible avec de la performance. Je vous évoquais un plan d'action très collaboratif en cours avec Aropa, MSC, SNCF Réseau sur la Normandie, pour contribuer au développement du trafic autour du Havre. Donc là, il s'agit à la fois de développer autour de trafic pour la Normandie, mais bien au-delà de la Normandie, puisque les ambitions d'Aropa sont d'aller sur un territoire qui va jusqu'à Lyon et jusqu'à l'ouest de la France. Un exemple aussi de nouveaux trafics d'autoroutes ferroviaires lancés en 2022. 2 nouveaux trafics d'autoroutes ferroviaires ont été lancés au départ du port de Sète. Un donc, qui est réalisé sur Valenton-Sète et un autre qui est également réalisé sur Calais-Sète. Ce sont 2 nouveaux trafics lancés en 2022. Ça, c'est vraiment un très très bon exemple de complémentarité mer, rail, route, qui montre qu'on est dans une association des modes. On est plus fort ensemble, on n'est pas concurrents, on complète et on ajoute nos atouts les uns aux autres. Évidemment, on pourra en parler avec Lionel tout à l'heure, on travaille aussi avec le fluvial et on a aussi de très beaux exemples ensemble. Voilà quelques exemples de ce qu'on fait. Je voudrais quand même terminer par, parce que je les ai vus dans la salle, le travail aussi qui est mené avec le Grand Port Maritime de Dunkerque, puisqu'il y a aussi une très bonne dynamique commerciale et d'exploitation avec le Grand Port Maritime de Dunkerque, qui, au-delà de la dynamique de développement des trafics, a aussi des nouvelles implantations industrielles très importantes sur territoire, qui nécessitent des raccordements performants pour l'approvisionnement de leur production. Et on a travaillé pour, bien sûr, préparer ces raccordements au bon moment, pour être prêt au moment où la production sera lancée. Et puis on a travaillé aussi sur une augmentation du volume de sillons disponibles pour répondre à ces nouveaux besoins. Et ça, c'est aussi un travail qui est important, de travailler les 2 en même temps, les investissements et la prévision des sillons. Voilà quelques éléments. Je pourrais revenir peut-être sur le partenariat qu'on a lancé avec VNF. We'll see that afterwards. We'll maybe see that afterwards. Now I'd like to turn to Lionel Rouillon, which is Director of Development at Voies Navigables de France. And so we heard about Isabelle speaking about all the new way of developing railways. Do you think you need to have some inland ports for just to be more inclusive in the logistics chain for the inland waterways? I'll switch to the Vous pouvez le faire en French, français, please. hein. 2 éléments. Quand on parle multimodalité et mode massifié, en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'un port maritime, c'est d'abord une gestion de flux, gestion de flux qui, pour croître, doit être capable à un moment de gérer non pas seulement du flux par camion, mais également d'intégrer complètement dans leur plan de développement les modes massifiés. Sinon, forcément, les ports maritimes se toperont à un plafond de verre. Dans les années 80, Anvers, c'était à peu près la taille du Havre. Bon, on voit aujourd'hui que ça a un petit peu changé. Et la stratégie qui a été suivie, ça a été clairement de pouvoir privilégier le report modal et le mode massifié. Aujourd'hui, vis-à-vis des ports maritimes, on a clairement une convergence. On voit des travaux d'infrastructure qui depuis longtemps étaient bloqués. On parlait beaucoup, mais ça ne se faisait pas, qui commencent véritablement à avancer et à se débloquer. On peut parler de la Chatière au Havre, on peut parler de la rotule ou des aménagements de quais sur Marseille. Il y a des travaux qui ont été faits il y a déjà un moment sur Dunkerque. On voit qu'il y a une dynamique qui commence à s'enclencher et la compréhension que ce plafond de verre, si à un moment on veut le dépasser, il faudra de toute manière gérer la question des modes massifiés depuis les ports maritimes. Mais une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas tout débloqué. Une fois que vous avez dit ça, à charge pour nous d'accroître l'interland des ports maritimes également. C'est vrai pour, quand je dis pour nous, je parle des 2 modes massifiés. C'est vrai pour le fer, c'est également vrai pour le fleuve. On le travaille sur l'axe nord. L'ajustement du canal Seine-Nord-Europe nous permettra d'accroître assez sensiblement
l'Interland des ports de Dunkerque, des ports du Havre et évidemment des ports également du Range Nord. Donc ça, c'est un point d'intérêt. Deuxième élément, le lien avec les ports intérieurs. Les ports du Range Nord, les ports belges, les ports néerlandais ont à un moment intégré les différents outils de pilotage numérique, ce qui fait que ça permet de gérer le flux de manière assez fluide, de gérer le flux en masse, de considérer que les ports intérieurs peuvent être un hub pour les ports, soit un port de groupage, soit un port de dégroupage pour les ports maritimes, et de réserver les créneaux directement. On n'est pas à ce niveau d'intégration en France. Clairement, ce sont des projets qu'on a lancés pour le mode fluvial, dans lequel, qui déboucheront d'ici 1 an pour une première étape, 2 ans, 2 ans ou 3 ans pour l'intégration, cette fois-ci, des ports maritimes. On a commencé à en parler avec nos amis de SNCF Réseau également pour pouvoir les intégrer à l'ensemble. Mais réussir à faire cette mue qui a déjà plus de 10 ans en Belgique ou en Hollande. Donc simplement suivre la voie du succès qui a déjà été, du succès éprouvé qui a déjà été pris par les ports du Range Nord. Et puis un dernier point qui est beaucoup plus de court terme également, on se dit accroître l'Interland, on se dit améliorer les infrastructures pour pouvoir traiter la massification des flux. Il y a aussi à un moment la capacité des ports maritimes à accueillir plus d'industriels, à avoir une zone industrielle-portuaire plus solide. Alors il y a beaucoup d'actions qui sont menées par les pouvoirs publics pour pouvoir fluidifier la réglementation, etc. Il y a aussi une question à un moment de compensation foncière. Il se trouve que VNF a 40 000 hectares de foncier et qu'une partie peut servir, on regarde ça avec nos collègues d'Aropa, peut servir à la compensation foncière dans le cadre du zéro artificialisation net pour les aider à accroître là aussi leur capacité industrielle au portuaire. Voilà en gros les 3 axes sur lesquels on travaille au quotidien. Thank you. So after I've been listening to the Port of Antwerp and the 2 managers of the railway and inland waterway, I'd just like to turn to the representative of the shippers, Denis Schumer, which is president of AUTF. Do you think the development of multimodality with massified modes transport are today the good way and on a good shape now? Oui, merci pour la question. Je dois dire que la UTF et les chargeurs que nous représentons environ 80% des clients du fret ferroviaire et quasiment 90% des clients du fluvial sont tous fanas pour effectivement pousser la multimodalité dans les ports. On vous rappelle que dans la stratégie nationale de fret ferroviaire que l'on a signée, qui vise à doubler la part du fret ferroviaire en France en 2030, de passer de 9 à 18%. On a fait un point de plus l'année dernière, mais cette année, ça va être dur de conserver ce niveau-là. Passe par un triplement du combiné français et international, et de ce triplement de la part du combiné passe principalement par les ports, puisque en attendant que nouveaux terminaux combinés se mettent en place dans différents endroits en France, c'est sur les trajets entrée desserte portuaire que l'on gagnera des parts de marché dans les années qui viennent. Donc oui, on y croit. Sur le fluvial, on travaille bien sûr avec VNF. Les sujets pour nous, c'est qu'il faut que l'ensemble des acteurs coopèrent et soient au bon niveau pour que ces dessertes fluviales et maritimes et ferroviaires se mettent en œuvre et soient plus attractives. Donc non seulement qu'on ait les sillons, non seulement qu'on a la disponibilité de la voie d'eau, on n'a pas ça en ce moment avec les grèves bien sûr, mais c'est un épiphénomène, on espère, mais également qu'on ait la compétitivité des acteurs. On voit quand même que la problématique de la plateforme multimodale au Havre est un sujet important, le passage par cette plateforme multimodale a un coût, et que beaucoup de chargeurs ou commissionnaires préfèrent aller directement sur les terminaux en camion, et que les chargeurs qui utilisent le fluvial attendent avec impatience la chatière, qu'on attend depuis 20 ans. Et puis le sujet, je crois, qui est un peu abordé par VNF,
très important à terme. On peut rattraper Anvers, il ne faut pas avoir de complexe sur un sujet sur lequel tout le monde travaille en ce moment, qui est la synchromodalité du passage portuaire. C'est-à-dire la capacité à ajuster, à synchroniser l'arrivée ou le départ des conteneurs par la route, bien sûr, mais surtout par le ferroviaire et le fluvial, et surtout le ferroviaire, puisque le ferroviaire ne fonctionne bien que s'il fonctionne en mode horloge suisse, et qu'on l'a vu pendant la congestion des ports d'Anvers et de Hambourg. Dès qu'il y a ces congestions-là, le ferroviaire est complètement désorganisé. Donc, la synchromodalité, c'est-à-dire être capable, grâce notamment au Port Community System, au Cargo Community System, travaillant en lien avec les gestionnaires d'infrastructures et les opérateurs terrestres, de synchroniser et d'adapter l'arrivée des conteneurs au moment où on en a besoin sur les bateaux avec un temps minimum de passage sur les quais pour éviter justement la congestion et les coûts de passage. Ça, c'est le futur sur lequel je sais que les éditeurs de logiciels français travaillent, les ports travaillent, les acteurs du ferroviaire et du fluvial travaillent. Mais c'est je dirais, c'est un handicap qu'on peut rattraper parce que les ports, autant sur le reste, les ports, la multimodalité, les ports que vous avez cités ont de l'avance. Sur ce sujet-là, finalement, on n'a pas de retard. Thank you, Mr. Schumer. So after the shippers, just turn to the freight forwarders, and I'd like to begin with Camille Camille Contamine from Bolloré Logistics. Camille, encouraging clients to opt for rail or inland waterways transport, or even both, can be difficult for a freight forwarder. Why should a freight forwarder reduce the use of road transport? And another question, what does the port needs to provide to meet the needs for its clients? Merci Hervé, bonjour à tous. Alors, Bolloré Logistics, en tant que commissionnaire de transport, doit par définition offrir la meilleure solution de transport à ses clients, du transport principal au pré- et post-acheminement. Le plan de transport doit être durable et cette durabilité passe évidemment par du fluvial et du ferroviaire. Et nous avons un objectif chez Bolloré Logistics qui est de doubler notre part de pré-post-acheminement fluviaux et ferroviaires par le conteneur. Donc on parle conteneur au départ ou en sortie de port maritime, non pas pour faire joli, mais bien pour avoir, parce que nous sommes intimement persuadés qu'il y a un intérêt écologique, ça c'est certain, et nous pensons aussi que via ces transports plus doux et via une complémentarité de ces trois modes de transport, nous aurons plus de fluidité et nous pourrons accueillir plus de flux. Et évidemment, cela passe par des ports maritimes qui sont équipés au mieux pour accueillir et des barges et du ferroviaire et des trains pour évacuer de manière optimale la marchandise de nos clients. Nous avons besoin d'opérateurs intermodaux avec une offre régulière qui vont desservir l'hinterland français avec une marchandise sécurisée et de la fluidité qui passe, et c'est très très important, via des solutions douanières qui vont être optimisées sur les principaux axes. Alors l'important pour nous, Bolloré Logistics, c'est bien de compter sur des ports avec des infrastructures qui vont être adaptées. Et pour nous, même si on peut revenir pendant des heures sur la nécessité de certains travaux pour nos ports français, nous avons quand même les outils pour y arriver dès maintenant et faire beaucoup plus, d'autant plus que nous avons des axes en France qui peuvent absorber 2 fois, voire 3 fois plus de fret. Cependant, nous avons des problématiques opérationnelles additionnelles et nous avons notre rôle de commissionnaire de transport de pouvoir convaincre certains clients et avoir un discours assez pédagogique pour chasser quelques idées reçues que l'on peut avoir. On a des clients qui sont persuadés qu'en deçà de 600 km, on ne peut pas faire du ferroviaire en France. C'est faux et c'est à nous de travailler avec eux pour leur prouver que ce n'est pas forcément plus cher, ce n'est pas forcément plus long via des évacuations routières
à travers nos ports qui peuvent être quelquefois compliqués. Alors évidemment, tout n'est pas rose. Nous sommes en pleine grève portuaire, hein, ça n'aura échappé à personne. On est obligé d'en parler aujourd'hui quand même. Nous avons tout un travail de complémentarité de ces trois modes que sont le routier, le rail et le fluvial à trouver. J'ai visité le port de Strasbourg il n'y a pas si longtemps et j'ai été étonnée parce que pour parer à leur problématique d'assèchement du Rhin cet été, leur première logique a été de passer au ferroviaire et non pas par la route. Et c'est vrai que nous, quand on voit les problématiques de grève que l'on a avec des marchandises qui sont déroutées, qui sont arrivées à Dunkerque, on aurait pu se lancer, et nous on essaye, mais en tout cas on aurait pu se lancer dans un travail de complémentarité avec des trains pour ne pas saturer nos entrées et nos sorties via la route. Thank you. It's true that the strikes of today is just a new way of thinking the supply chain for the next days. I think it's not finished for the moment. Well, for our last speaker, Stéphane Salvetta, which is president of the Syndicat des Transitaires Marseillais, the Marseille Forwarders Syndicate. We have the vision of the south way of thinking that from Marseille. Do you think with the Rhône and the rail that you have from Marseille to all parts of Europe and the south of France too, is it easy for a freight forwarder to encourage shippers to get on rail or inland waterways from Marseille? Bonjour à tous. Hello. Goedemiddag. Ici le micro. Je voudrais quand même, parce que là j'ai... Le micro ici, s'il te plaît. Ah, pardon. Oui, j'ai écouté nos intervenants. Bon, on a parlé d'investissement. Il est clair que la France a du retard, hein. On a choisi le TGV dans les années 80. On paye encore le choix du TGV pour beaucoup de choses, hein, sur les investissements. Au niveau portuaire, on aurait peut-être pu être plus rapide. C'est clair. Les autorités, je pense, y travaillent. Aujourd'hui, il y a quand même un mouvement, et un mouvement qui est positif, puisque le nombre, par exemple, sur le port de Fos et de Marseille, la part du multimodal, donc du fer et de la barge, a augmenté. La barge, un petit peu moins. On en parlera peut-être sur le deuxième slide. Mais la part du ferroviaire a augmenté. Et là, on peut voir sur la carte, par exemple, Duisbourg, au nord, qui a été un choix de la place portuaire. On a bougé la place portuaire. Nous sommes allés plusieurs fois en Allemagne. D'abord parce qu'on lit parfois les écrits de chercheurs français qui sont ici dans la salle et qui nous ont montré que la meilleure logistique au monde est la logistique allemande. Et donc on a voulu faire un tour, nous, la place portuaire, en Hollande, en Belgique, en Allemagne. Et on a choisi comme premier port un petit peu intérieur Duisbourg. Donc c'est CMA avec Green Modal, puis maintenant avec Delta Rail. Nous sommes connectés 6 fois par semaine avec la Chine, avec ce port qui fait 2,3 millions de conteneurs, qui en faisait à peine 400 000 ou 300 000 il y a 20 ans, il n'y a pas si longtemps. Donc nous, c'est vrai qu'on vient de loin, mais au-delà des investissements, je pense qu'il faut parler des gens et il faut parler des sociétés qui investissent. Je pense qu'il ne faut pas automatiquement attendre, il faut bouger. Alors par exemple, sur la deuxième carte, si je prends la barge, on aurait aimé effectivement avoir un canal Rhône-Rhin, que l'on n'aura peut-être jamais, en tout cas pendant mon existence. Il faut qu'il y ait plus de compétition au niveau des barges, il faut de nouvelles sociétés, il faut dynamiser le marché, il faut expliquer aux opérateurs comment utiliser la barge, parce qu'on manque de gens qui connaissent les avantages et les inconvénients de la barge. Par exemple, hier, j'étais à Paris, je suis allé chez un client, alors là, c'est par rapport au Havre. Il a pu sortir tous ses conteneurs pendant la grève grâce à une barge qui va à Gennevilliers, puis de Gennevilliers-Livres, donc il n'est pas impacté par les grèves.
Donc le rail et la barge ont des avantages au niveau des stationnements lorsqu'on fait de l'import. Lorsqu'on va faire, par exemple, au niveau du Rhône, des produits dangereux, et souvent le rail et la barge servent au transport des produits dangereux. Les trains de Dusport ou de Ludwigshafen auparavant et de Lyon-Marseille, c'est beaucoup du transport de dangereux. Aujourd'hui, il y a des gros chargeurs, mais il faut que ça se démocratise. Il faut qu'on arrive à mieux en parler. Je me rappelle d'une réunion lorsque je suis devenu président du STM il y a à peu près 7 ans, où j'appelais les transitaires à apprendre à utiliser la barge, les opérateurs. Il y a les opérateurs, les opérations, mais il y a aussi le commercial. Si vous avez des opérations qui ne savent pas comment marche la barge, comment l'expliquer à un commercial qui va le vendre? Et je suis ravi de voir Camille chez Bolloré, qui parle beaucoup de ça, qui essaie d'en parler en interne, et je crois que c'est par des chemins comme cela qu'on y arrivera. Au niveau du rail, lorsque nous sommes allés en Allemagne, on a vu beaucoup d'opérateurs allemands. Alors par exemple, pour vous dire qu'on a été obligé un petit peu de bouger, on a dû visiter tous les tunnels. C'est quelqu'un du port qui a visité tous les tunnels jusqu'à Duisbourg pour savoir si un train pouvait aller jusqu'en Allemagne. C'est-à-dire que quand un opérateur allemand demande est-ce qu'on peut venir jusqu'à Marseille, personne en France ne peut répondre. Et c'est un oui, peut-être. Donc qu'est-ce que fait l'Allemand? Il ne vient pas. Et donc on manque d'investissement là-dessus. Il y a une forme de protectionnisme. Et autre chose, je vois à côté des gens de MGI, je pense que ça passera beaucoup par le digital. C'est-à-dire qu'avec la barge et le rail, grâce au digital, on peut rapprocher l'intérieur du port. Et donc, même si le transport physique peut durer 3 jours en barge, on pourrait très bien avoir demain une confirmation d'embarquement alors que le conteneur est sur la barge. Donc on peut gagner du temps, l'informatique peut nous faire gagner du temps et rapprocher, baisser la partie route. Je pense que le port de Marseille, c'est 20-25. Demain, assez rapidement, on sera sur 25-30 par l'évolution continue qui existe. Mais je crois qu'il ne faut pas attendre que les investissements. Il faut vraiment avoir un esprit qui avance. Et alors, si on prend le Rhône, on parlait de VNF, mais il y a aussi des sociétés qui investissent, qui n'appartiennent pas à un VNF dans le Rhône et qui lancent des trains, qui lancent des barges. Je crois que c'est ensemble et avec la globalité des acteurs économiques que l'on peut avancer. Voilà, si j'ai répondu, Hervé. Parfaitement, parfaitement. Thank you. Do we have any questions from the floor? If somebody wants to ask a question or just do a remark or don't be shy, no? Yes? No? No questions? So I'll take the... yes, we have a question. If we can have a microphone for the first one. Thank you. Comme vous préférez. Thank you very much. I have a question for Wim Dillon. Could you please give details on the interconnections you have planned with of course, with Belgium, but with the Germany, France, and the access to Europe? You are on you are positioned on a corridor, so you have a strategy. I know that. Thank you. Very good question, thank you. Just to start, let me explain very briefly the modal split that exists in Antwerp today, based on the figures of last year. 45% roughly is barged of all the volume that enters or goes out of the port. We're talking about 219 million tons in total. So 45% is barged, that's a very decent figure. About 5% is passing through pipelines, 8% is railed, and the rest is truck. I'm not talking about short sea because these volumes are incorporated in the 290 million tons that I already quoted. That being said, if you are realistic, the biggest challenge for barge will be to make sure that we can keep up that very decent percentage. Every year, due to climate change, we see worse and worse figures on the water levels of the big rivers, which are, let's say, a natural way of bringing cargo to the hinterland or from the hinterland. So that is a big concern. We're modifying our way of working in order to keep that 45% for as long as possible.
We also want to increase the estuary barges. That's part of the barging, connecting Zeebrugge with Antwerp. We do that with an affiliate of ours. We do that ourselves. As an operator, we have 5 estuary barges connecting Zeebrugge and Antwerp. Since we are the operator, we also plan to increase that percentage. So we are going to work on that. If you have 2 platforms, they better well be very well connected. With regard to rail, 8% I think is far too low. If you consider that the port of Antwerp, Bruges, every quay, every berth is railway connected, I think this is not a satisfactory volume. Our master plan foresees by 2030 to double that figure. But the challenges in that sector are very big too. Not in the least because of that last mile problem. You have, everybody agrees on long distances, you have the advantage, but it's quite often the last mile in the port or at destination that is the blocking factor. We're working on that. And I think we are working on that with relatively success. I'll give you an example. Since the 2 ports merged last year in April, we have increased the number of our rail shuttles with 25 rail shuttles, full trains, to the hinterland in Germany, France, Italy, name it, per week. So that's quite a decent figure, and we have a plan to increase that even more. Last but not least, I spoke about pipelines. I had the pleasure of talking with a few of these gentlemen earlier today. The biggest challenge that any port faces, or Europe for that matter, is that transition, that energy transition, that we need to realize in respect of the climate view. The European Green Deal is very clear on that. By 2050, the port of Antwerp-Bruges is committed to be 0 emission. And by 2030, already fit for 55. That brings a lot of challenges, which we will tackle. I told you about the strategy and the vision in the slide that I showed you before. It's very good to have a vision and it's very good to have a strategy, but it's even better if you have a roadmap to realize that. So the action plan is there. It's very detailed. I'm not going to bore you with that, but on each and every sector we have a series of actions for the next coming years with the long-term picture ahead. Personally, I think we will see vast volumes of new products entering Europe. Europe is going to be importing a lot of energy and new feedstock. That translates into volumes, and those volumes will have to be brought to the hinterland. So that is not only a challenge, it's also an opportunity for us. So in short, in resume, I think basically for each of the elements of the modal split, we have foreseen an action plan, and we are going to carry that out in the next coming years. Yeah, thank you. Just, I'll give you the microphone after, Nicolas. Just one thing, you spoke about short sea shipping. Do you think short sea shipping can be included in the multimodality concept? Yes, I think it's a very strong element to enlarge your hinterland as well. The port of Antwerp-Bruges luckily has a very strong short sea connectivity with the Baltic area, with the UK and Ireland. I just give you as an example, when the Brexit was announced in 2016, we created a task force to deal with that because both Antwerp and Zeebrugge, not merged at that time, they were very depending on the UK trade and the Irish trade. We prepared ourselves very well. And in a market that is clearly down, the trade between the UK and Europe has fallen,
we realized last year and the year before more volume, which means that we've taken market share of other ports. That's a very, let's say, good indication that if you prepare yourself, you can also seize the opportunities in that. Yes, short sea is a very important element of your multimodal strategy. Thank you. Yes. Okay, thank you, Wim. You mentioned about energy, and I think that the key for the next 10 or 30 years, all the European countries are planning, in fact, their future plan and forecast for energy needs. This is being done in France now. Germany issued their forecast early March with 55% growth up to 2050. My question is how in Belgium and for Antwerp, what type of growth do you expect for the next 30 years? And how do you plan a potential modal shift to the rail? Because in fact you have a lot of barge, but your modal shift of rail is quite small compared to the potential exchange in Europe. And how do you plan also the need or lack of need of potential space for this development? If I understand your question correctly, you say how we are going to tackle, let's say, that very important challenge in terms of energy transition, in terms of space, yes? No, not the energy transition. That means the energy is what you need to transport. My question is about your plan in ton-kilometer for the various type of transport, and what type of energy do you need in Belgium to tackle the rail transport, which need electricity generally. What do you need the electricity needs in your port if you increase the volume of the various type of transport? And what my question is, in Belgium, what is the forecast for the next 30 years of growth? I mentioned 55 in Germany, this is being done now in France. What is your forecast in Belgium? Well, the Port of Antwerp, Bruges, in that sense, strongly believes that we will see large volumes imported into Europe. Even in the best case scenario, Europe will have to import 50% of its energy needs by 2050. That is a given. That's a best case scenario. And that will be in the form of a certain number of products, some of which will be more dominant than others. Personally, the Port of Antwerp believes that we will see large-scale imports of hydrogen in whatever form, through ammonia or methanol, which are easy to transport. And we are preparing our port with the infrastructure for that. I'll give you a few examples. Today, Fluxys is the LNG terminal, but also the pipeline network operator of Zeebrugge, basically is investing together with Advario, an oil tanking, the former oil tanking company, in creating an ammonia terminal in Antwerp. A second one in Zeebrugge by Air Liquide, a third one by Vopak. So I think we will be capable in supplying that. What I would like to emphasize is it's not only for the energy needs of Belgium, it's going to be for the energy needs of Europe. Even today, 15% of all LNG, that's as much as Nord Stream 2 pipeline, is imported via Zeebrugge. More than 15 million tons of LNG last year. And that infrastructure already exists. And only recently, Olaf Scholz was visiting Zeebrugge because they very well realized that they will be depending on the Port of Antwerp, Bruges, and Rotterdam, and Hamburg, and many other ports for that matter. Thank you, thank you. Is there other questions? So, moi, il y a un point, je me permets de parler en français, il y a un point sur lequel j'ai entendu tout à l'heure Camille commencer à en parler. Isabelle Delon, pour intégrer le transport ferroviaire dans les schémas logistiques, est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas à un moment ou l'autre arriver à développer comment on appelle ça, des cours de formation, je ne sais pas si le terme est véritablement ça, pour que le transport, pour que le ferroviaire rentre beaucoup plus
systématiquement et soit deviennent innés pour les opérateurs. Que ça soit quelque chose de naturel. Mais je voulais effectivement rebondir sur ce que disait Camille tout à l'heure, parce qu'on est aussi très conscient qu'on a, nous, voilà, des choses à faire pour démystifier le ferroviaire, si on peut dire ça comme ça. Et donc, on a effectivement d'ailleurs travaillé dans le cadre de notre partenariat avec Voies navigables de France et dans le cadre du programme Remove, que vous connaissez sans doute, travail mené avec l'ADEME également, basé sur les certificats d'économie d'énergie. Et nous avons développé une journée de formation, on peut dire ça comme ça, hein, une journée de formation pour partager finalement le comment ça marche, on fait le ferroviaire, quoi, hein, comment ça marche, qui sont les interlocuteurs, comment on s'y prend. Voilà, donc ça démarre en septembre et donc on s'est financé en partie d'ailleurs grâce au programme Remove, et donc ça c'est vraiment très très appréciable. C'est la première fois qu'on se lance dans cette démarche et on est ravis de le faire avec VNF. Et voilà, on a commencé ça. On a aussi une deuxième type d'action qui est aussi tout simplement faire de la promotion. Et là, c'est plutôt avec l'appui de l'AUTF, hein, donc les équipes de Denis, qu'on travaille sur des journées qu'on a appelées Régiofret, puisqu'on va faire dans chaque région une journée de partage sur comment développer voilà, le mode ferroviaire, plutôt à l'adresse des chargeurs, d'où le travail partenarial avec l'AUTF. De la même objectif, hein, démystifier le ferroviaire, faire témoigner ceux qui sont déjà et qui sont très, très déjà développés dans le ferroviaire et qui y croient, malgré les difficultés qu'il peut y avoir. Hein. On sait bien qu'en ce moment, c'est compliqué. Mais voilà, donc il y a des gens qui y croient, qui développent encore, et on aimerait bien que ceux qui y sont développent encore plus, et puis ceux qui n'y sont pas encore s'intéressent. On a eu quelques contacts, évidemment, dans le cadre de ce salon pour montrer qu'on peut conseiller aussi, hein, puisqu'on a une offre de service aussi pour faire des études d'opportunité, du conseil, pour aider à travailler une stratégie finalement ça tourne très souvent autour de la stratégie bas carbone, hein, comment le ferroviaire, le fluvial et la complémentarité des modes sont un levier finalement de transition énergétique et modale. Voilà. Donc ça, c'est 2 exemples d'actions. On a ces journées Régiofret, elles commencent très bientôt, puisqu'on a 3 journées prévues en Hauts-de-France, en Grand Est. Je ne sais plus quelle est la 3e, mais c'est déjà en mai et juin. Donc on pourra vous redonner éventuellement les dates. Et notre idée, c'est vraiment la démarche partenariale. L'esprit du partenariat qu'on a fait avec Thierry Guimbaud en 2021, puisqu'on a fait un partenariat national et 5 partenariats territoriaux dans les territoires où le fluvial et le ferroviaire ont vraiment des choses à développer ensemble. C'était vraiment ça, c'était vraiment déjà mieux se connaître, s'ouvrir à l'écosystème, puisqu'on voit bien que tout seul, on ne fait rien. En fait, on a besoin de développer le multimodal, le mot qui s'est affiché tout à l'heure. Voilà, c'est ça la clé de la réussite. Et donc, travailler ensemble, promouvoir ensemble les modes durables et tous les modes qui vont permettre de réussir. C'est tout ce qu'on fait de plus en plus activement avec l'ensemble des partenaires du secteur. Merci. Lionel Rouillon, on a entendu parler de partenariat avec la SNCF. Il y a une voie ouverte sur une nouvelle coopération, complémentarité fluviale-ferroviaire? Oui, comme le disait Isabelle, déjà, on a œuvré ensemble pour avoir des certificats d'économie d'énergie dans le cadre d'un programme Remove. Juste un point de complément sur ce qu'a dit Isabelle, qui est vrai pour le fer, qui est vrai pour le fluvial. Le premier appel d'offres là-dessus aura lieu en mai. Et donc, ça permettra à tous ceux qui ont des projets de se faire financer derrière via ces certificats d'économie d'énergie. Donc, il y a la formation côté fer. Nous, ça s'appelle River Learning, mais même chose derrière. Et derrière, il y a aussi la possibilité de faire des tests de logistique. Et pendant 3 ans, vous pouvez faire financer les surcoûts liés à la rupture de charge. Donc, ce n'est pas non plus inintéressant pour pouvoir tout simplement tester votre logistique et la faire monter en gamme. Deuxième élément de coopération avec nos amis de la SNCF. On se parlait tout à l'heure d'accroître l'hinterland des ports maritimes. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, si on met à part le canal Seine-Nord Europe, on a quand même des axes fluviaux qui arrivent un peu en cul-de-sac, à un moment ou à un autre.
Donc la question est de se dire comment on réussit à aider la SNCF à passer ses nœuds en termes de sillons, typiquement lyonnais. Et puis derrière, quand vous arrivez au nord de Lyon, vous avez des ports en branchée fer. De faire en sorte et de systématiser le fait que vous puissiez avoir un dégagement qui vers le cœur de l'Allemagne, qui vers le cœur de l'Europe ou vers le nord de l'Europe. On a déjà des éléments comme ça, typiquement à Mâcon. Vous avez du Havre et de Dunkerque qui arrivent à Mâcon, qui chargent, qui repartent vers le nord de l'Espagne. Bon, c'est des choses qu'il faudrait pouvoir systématiser sur un axe nord-sud et également sur un axe est-ouest. Troisième élément sur lequel il va falloir qu'on se penche, mais les réunions sont planifiées, qui est de se dire, on a parlé de logistique urbaine dans une table ronde précédente, vous avez des segments de marché sur lesquels la SNCF peut arriver en bordure d'agglomération, mais c'est compliqué d'avoir une zone de déchargement cœur agglomération. En revanche, vous en branchez directement sur le fluvial et avoir typiquement à travers une solution Fluidis qui vous fait l'empaquetage, qui vous fait le conditionnement pendant la navigation et arriver au cœur de ville derrière, ça devient quelque chose véritablement d'intéressant. On peut faire ça sur des marchés typiquement BTP, sur des carrières. Pensez aux carrières du Vignal la dernière fois pour faire un test. Bon, c'est des solutions qu'on va regarder dans les prochaines réunions qui sont planifiées pour pouvoir travailler ensemble. Merci. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous nous disiez, M. Schumer, tout à l'heure. Vous nous avez parlé de synchromodalité. Est-ce que vous pourriez nous développer un peu ce que c'est que ce concept? Est-ce que ça va au-delà de la multimodalité? Jusqu'où cela va-t-il? Oui, d'autres que moi en ont parlé. C'est le fait que, si vous voulez, les trains et même les barges avec les temps de transit doivent être sûrs que, pour qu'ils soient vraiment performants, le passage la venue par train ou le départ par train, qu'on perde un minimum de temps sur le passage portuaire et qu'on ne contribue pas finalement à l'occupation des quais, des terminaux par des conteneurs qui arrivent trop tôt ou qui ne sont débarqués à l'import et qui ne partent pas parce que le train n'est pas prévu. Donc il y a je sais qu'à Anvers aussi ou dans d'autres ports, il y a des essais qui sont faits pour essayer de faire communiquer entre eux les systèmes de gestion des trains et les systèmes d'arrivée des conteneurs sur les bateaux. Hein. C'est une question d'échange d'informations et de processus d'action qui permettent d'éviter ces inconvénients et de redonner aux ferroviaires et aux fluviales un léger avantage par rapport à la route, où aujourd'hui, certes, on a beaucoup de flexibilité, mais malheureusement, on voit que les problèmes que l'on a au guichet d'arrivée des bateaux, aux gates, comme on dit, d'arrivée des camions, on a des rendez-vous qui sont manqués, on a des rendez-vous qui sont mal programmés, et on n'a pas, je dirais, de lien entre les rendez-vous camions et l'arrivée ou le départ des conteneurs, où ces liens ne sont pas suffisamment bien maîtrisés. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que si le ferroviaire et le fluvial, et c'est plus facile parce qu'on a des opérateurs massifiés qui arrivent avec beaucoup de conteneurs, ils ont intérêt à améliorer cette synchromodalité, cette synchronisation. Si on le fait, ça sera un atout très fort pour ces modes massifiés par rapport à la route. Voilà. Mais la route avance aussi sur ces sujets-là, bien évidemment. Et on peut imaginer qu'un jour, un conducteur routier, on lui demandera de faire sa coupure ou même faire carrément 12 heures de repos parce qu'il a de l'avance par rapport à l'arrivée de son conteneur parce que le bateau a eu du retard ou parce qu'il y a un incident sur la gestion du terminal et que ça ne sert à rien qu'il se présente à la gate parce que, indépendamment des problèmes de douane ou de je ne sais pas quoi, il y a eu un retard en amont. Donc toute cette chaîne d'information, elle va progressivement être complète, sans rupture, sans ressaisie d'informations, et va permettre justement au mode massifié de donner tout son intérêt. Merci. J'aimerais pour conclure cette table ronde, je me tourne vers nos deux commissionnaires. On a entendu beaucoup de choses se dire cet après-midi sur la multimodalité, sur l'utilisation des modes massifiés, y compris le short sea shipping, comme le disait tout à l'heure Wim. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de convaincre un client d'opter pour la modalité? Camille, honneur aux dames. Alors, heureusement, nous avons des dynamiques RSE qui sont propices.
sur ces questions du côté de nos clients, on a des appels d'offres qui comprennent de plus en plus la demande de solutions douces en pré-post-acheminement. Cependant, on doit quand même constater qu'on a peu de tolérance à l'aléa quand on utilise le fluvial et le ferroviaire. On a été très clément pendant 2 ans avec le maritime, mais alors visiblement, arriver en France, c'est problématique. Mais je reste très optimiste grâce à la législation, les réglementations et tous les programmes qui peuvent être mis en place, notamment pour mettre en place des programmes de test et puis le fameux programme Remove. Après, on aura toujours des dynamiques de marché, des dynamiques de stock qui empêcheront le client dernière minute de choisir ce mode. C'est également un fait. Et on peut constater que nous avons des standards d'acheteurs qui sont plutôt adaptés à la route en termes de lead time. Donc on doit vraiment, nous, commissionnaires de transport, travailler avec eux pour ajuster tout ça. Je ne sais pas si Stéphane veut ajouter. Alors, tout dépend. Il y a certains clients qui sont très contents d'utiliser le train et la barge. Donc, pour ces clients-là, j'avoue que c'est plutôt simple et plutôt agréable. Personnellement, dans ma société, je fais beaucoup d'imports. L'import se prête très très bien au rail et à la barge lorsqu'il y a des différences entre la production à l'usine et la livraison dans l'entrepôt. Donc ça arrive que l'usine produit trop tôt et donc il faut bien faire quelque chose de la marchandise et donc soit on les décharge en entrepôt, soit on les laisse sur des conteneurs et donc lorsqu'on prend la barge qui a 3 jours de barge et qu'ensuite on a 7 jours de free time au port, ça réduit le coût global. J'aimerais terminer peut-être sur quelque chose qui est non tarifaire, mais je pense que pour aider la barge et le rail, il y a parfois des mesures très simples que je constate souvent parce que je livre beaucoup les centrales d'achat, que les centrales d'achat gagnent ou se rémunèrent sur le dos de la marchandise. En clair, lorsqu'on a un quart d'heure de retard, on a 150 € d'amende. Quand on a une demi-heure de retard, on a 300 € d'amende. Et lorsque vous avez 3 quarts d'heure de retard, vous avez 400 ou 500 € d'amende, puis vous revenez dans 3 semaines. Et lorsque je livre des camions Totliner qui peuvent venir de Turquie, de Pologne, ces camions sont déchargés. C'est beaucoup plus simple de décharger dans ces entrepôts le type de camion. Ce serait bien que les centrales d'achat acceptent pour les conteneurs de leurs clients, pas leurs propres conteneurs, que lorsqu'on transporte la marchandise par barge et par rail, on puisse avoir le même avantage qu'un camion Totliner. Et je suis sûr que là, le nombre de conteneurs transportés par le rail et la barge sera démultiplié. Et ça, c'est une mesure qui pourrait être rapide, hein, c'est une mesure politique. Je suis sûr qu'Édouard Leclerc, lors d'une réunion avec un ministère, ne serait pas contre. Il ne dira jamais non. Mais c'est vrai que c'est un véritable problème et ça retombe souvent sur le transporteur routier. Ça ne retombe même pas sur la barge puisque le transitaire, lui, signe un contrat avec le transporteur routier. Et finalement, c'est le transporteur routier qui va payer cette amende à la fin. Donc ça, voilà, c'est une mesure non tarifaire qui aiderait à la multimodalité. Merci. Un dernier mot, Isabelle Delon, sur la stratégie ferroviaire. En fait, je vais parler un peu plus de stratégie fret ferroviaire au sens large, puisqu'effectivement, j'ai entendu Camille parler de la sensibilité aux aléas. Ça, on est vraiment très conscient, et en particulier sur le transport combiné. Là, voilà, on a des échanges réguliers avec le groupement national de transport combiné et Et c'est vrai que la sensibilité aux aléas est faible, et on les comprend compte tenu des enjeux de logistique et à la diversification également du type de marchandises transportées, hein, puisque une augmentation de 16% du trafic de transport combiné en 2022, c'est une très bonne nouvelle, mais c'est aussi des nouveaux types de trafic en fait, qui aussi arrivent sur le ferroviaire et sur lequel il faut être, au bon niveau. Donc on a, depuis presque 2 ans maintenant, lancé un programme stratégique fret ferroviaire au sein de SNCF Réseau. Alors, toute la stratégie port dont j'ai parlé, bien sûr, en fait partie. Mais on a aussi un volet qualité de service sur lequel on a travaillé notamment sur la ponctualité des trains. Un train a beaucoup plus de chances d'être à l'heure
à l'arrivée quand il part à l'heure au départ. Et donc, on a mené un travail collectif avec les entreprises ferroviaires, les exploitants des sites de transport combiné, etc., sur comment on fait en sorte collectivement que les trains partent à l'heure. Parce que quand ils partent à l'heure, eh ben, on améliore mécaniquement l'arrivée, en fait, la ponctualité du trafic. Ça, c'est vraiment important. On a commencé en mode expérimental, donc avec beaucoup de pragmatisme, sur quelques sites. Et puis, on déploie la démarche maintenant, puisqu'elle a vraiment permis de gagner 4 points. Où toutes les premières expériences, c'était sur les trains les plus sensibles, on a gagné 10 points de ponctualité au tout début. Et puis ensuite, on a augmenté progressivement la dépasse. C'est un peu moins symbolique, mais ça permet vraiment de progresser. Donc on déploie sur 10 sites expéditeurs, entre guillemets, cette démarche cette année. On a, je vous l'ai dit, aussi travaillé sur l'offre de sillons. Depuis 2020, on a augmenté de 50% l'offre catalogue, qu'on appelle l'offre un peu catalogue sillon fret. Donc 50% de sillons réguliers disponibles qui peuvent être commandés par les entreprises ferroviaires, par les opérateurs de transport combiné pour augmenter leur trafic et avec un niveau de récurrence et de fiabilité qui a aussi été travaillé en amont. Et puis, on a, ça c'est un point qui tenait très fortement à cœur, notamment au GNTC. On a aussi beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle, dans notre jargon, c'est dans le cadre de notamment la stratégie nationale fret ferroviaire, sur la mesure de l'adéquation entre la demande de sillon qui est faite, avec ses caractéristiques commandées, et la réponse sillon que nous apportons à cette demande. Et donc, cette adéquation entre ce qui a été demandé et ce qui a été répondu en termes qualitatifs et quantitatifs a progressé de 15 points en 2022 sur le combiné. Voilà, c'est un signe encore positif qui montre qu'on travaille vraiment sur, les causes les plus importantes de manque de fiabilité. Évidemment, c'est une démarche pragmatique, donc on y va par étapes, mais le fait d'y travailler collectivement et de faire chacun un bout de chemin, ça a fait beaucoup progresser depuis 2 ans la dynamique d'amélioration de la qualité de service. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. On le voit, la multimodalité dans les ports avance. Elle n'est pas toujours facile à faire admettre. Elle s'étend, elle va au-delà. On l'a entendu, elle va sur le barging, ça va sur le ferroviaire, sur le short sea shipping, et elle va un peu partout. Je suis certain que dans 1 an, on pourra revenir et qu'il y aura encore eu des nouveautés par rapport à ce que nous avons connu aujourd'hui. Merci à tous et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, au revoir.